Étudiants et étudiantes, nous voulons vous remercier pour être présents cet après-midi pour cette présentation. Euh, Nous avons discuté de cette déferlante de l'intelligence artificielle dans nos vies. C'est un outil que l'on ne peut pas ignorer, qui a d'énormes côtés positifs et quelques côtés négatifs. Et donc, nous avons décidé de demander à un spécialiste de l'intelligence artificielle, Stan Berthelot, qui est en même temps un ami, qui travaille dans le marketing et communication, mais qui est vraiment le spécialiste de l'intelligence artificielle, de l'IA, de nous faire cette petite présentation pour que l'on se plonge ensemble dans cet outil, pour que chacun, vous voyez, il y a un certain nombre de professeurs aussi qui se sont connectés, car on est tous, c'est un outil tellement nouveau, tellement différent, et qui est dans nos vies de tous les jours, qu'il faut absolument que l'on comprenne mieux ce qui se passe et comment l'utiliser de façon appropriée. Et parallèlement à ça, Dr Alix, Pasteur Valentin et moi-même, nous avons écrit une sorte de réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle au sein de Nexus, comme la plupart des universités le font. Mais voilà, c'est important que vous le sachiez et que ensemble, nous soyons en fait sur la même longueur d'onde. Avant de passer la parole à Stan, je voulais vous dire, chers étudiants et étudiantes, que c'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'anniversaire de Stan. Merci. Écoutez, quoi de mieux pour commencer cette session que, que ces encouragements? Merci. Je suis donc Stanislas Berthelot. J'habite à Princeton avec ma famille depuis 2016. Je suis maintenant franco-américain, mais comme vous l'entendez, je suis français. Et je remercie vraiment Anne de m'avoir invité pour m'exprimer sur l'IA. Et je tiens à féliciter les professeurs et le corps enseignant, la direction de Nexus pour avoir pris cette décision de réfléchir ensemble à l'usage de l'AI, l'intelligence artificielle. C'est quelque chose qui révolutionne tout, l'éducation, mais l'industrie, la recherche. Et beaucoup sont encore en train de se demander comment finalement réguler, travailler, utiliser l'intelligence artificielle. Donc, bravo, parce que en tant qu'université, en tant qu'étudiant, en tant que professeur, vous êtes parmi les pionniers à essayer de vous demander comment utiliser l'intelligence artificielle. Je ne sais pas si je suis vraiment un expert. Disons que je ne suis pas un développeur informaticien. J'ai commencé ma carrière comme journaliste, mais il est vrai que j'ai travaillé dans des startups qui utilisaient l'AI pour détecter des maladies. Aujourd'hui, je suis en charge de l'innovation, de la recherche, du développement et de l'innovation au sein d'une agence marketing. Et c'est un sujet qui m'intéresse et sur lequel je travaille beaucoup. Donc, je vais aujourd'hui vous faire une présentation sur comprendre ce que c'est que l'intelligence artificielle et comment l'utiliser efficacement. Euh, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est comment l'intelligence artificielle est devenue intelligente, quelle source de données elles utilisent, comment réaliser un prompt. Le prompt, c'est ce que vous écrivez pour demander quelque chose à ChatGPT, par exemple, ou à Claude, ou à Gemini, bref, à un AI. Comment dialoguer avec l'IA pour avoir un bon retour. Donc, quelles sont les règles pour écrire un prompt? Et puis, on va voir différentes techniques, par exemple la recherche approfondie qu'on peut faire avec un agent intelligent. Et finalement, comment continuer d'être critique et intelligent? Oui, parce que à force d'utiliser les AI, on pourrait devenir bête et c'est pas ce qu'on veut.
plus de 90% de l'information qui a permis d'entraîner les AI, d'éduquer les AI, c'est de l'information anglaise, principalement de l'Europe de l'Ouest, des États-Unis, de ces pays-là. Ce qui veut dire que ce qui vient d'Haïti, des Caraïbes ou des langues moins présentes que l'anglais est minimal. Donc, si vous faites des recherches sur, mettons, l'histoire d'Haïti, il y a de fortes chances que les résultats vont être très mauvais, voire complètement faux ou incomplets. Euh, c'est quoi les textes qui sont disponibles sur Internet, parce que c'est ça, qui ont entraîné les AI? Vous avez de tout. Vous avez des sources, des informations, vous avez les informations des journaux, par exemple. Il y a d'ailleurs un grand procès en ce moment entre OpenAI, donc la compagnie qui fait ChatGPT, et le New York Times, parce que OpenAI a utilisé les articles du New York Times. Mais il y a aussi plein de contenus qui sont juste peut-être faux ou incomplets, qui viennent de forums comme Reddit, les réseaux sociaux, Twitter, etc. Donc, vous allez trouver de tout, aussi bien des choses absolument correctes et vraies que des choses peut-être complètement fausses. Donc ça, faut pas l'oublier. L'AI va utiliser ce qui est disponible pour essayer de comprendre le monde. Les sites web, bien sûr, l'AI va naviguer tout Internet, tous les sites web pour essayer de comprendre quelque chose. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles qui sont mis en œuvre au sein de l'intelligence artificielle aujourd'hui, souvent, on utilise un contenu qui date d'il y a à peu près un an, avril 2005 en général, pour la plupart des modèles. Donc ça peut, si vous demandez quelque chose d'historique ou d'actualité récente, il se peut que l'AI n'ait pas accès à cette information. Et enfin, la façon, on ne va pas rentrer dans les détails, mais la façon dont l'AI construit une réponse, c'est qu'elle va regarder la façon dont les gens ont abordé un certain problème dans le passé et va prédire la bonne réponse, va prédire le mot le plus probable qui devrait être ajouté à une phrase. Euh, c'est un peu complexe, mais finalement, l'AI prédit le mot et c'est fondamental de comprendre ça parce que l'AI n'est pas quelque chose qui est intelligent comme un être humain. L'AI est juste quelque chose de mathématique qui va ajuster sa réponse à ce qu'elle pense être le plus correct d'après ce qu'elle a déjà vu. Et pourquoi l'AI peut se tromper? Ça aussi, avant de commencer à parler de l'usage de l'AI, il faut bien comprendre que l'AI peut se tromper, et d'ailleurs se trompe très très souvent. Et on va voir comment essayer de limiter ça. En général, l'AI, l'intelligence artificielle veut faire plaisir, veut répondre. On pose une question et l'AI a été programmée pour répondre. Et quand elle ne sait pas, elle ou il, ne sait pas répondre, elle va inventer des faits. Et elle va le faire tellement bien qu'on va croire que c'est tout à fait vrai. Ça peut être des noms, ça peut être des dates, des citations, des chiffres. Et parfois, c'est faux, c'est complètement faux. Donc, évidemment, il faut toujours vérifier ce que l'AI produit. Je vous ai parlé de la date à laquelle les données qui lui ont été données, qui lui ont été, qui ont alimenté ces modèles, euh, cette date limite date d'avril 2025. Donc tout ce qui vient après avril 2025 manque à sa connaissance, bien souvent. Même si, bon, il y a en fonction des outils que vous allez utiliser, ça va changer. Mais voilà. Les biais, je vais vous montrer dans ma présentation les biais. Les biais, c'est quoi? C'est que comme l'intelligence artificielle a été entraînée sur des connaissances plutôt anglaises, plutôt d'Europe du Nord ou des États-Unis, eh bien,
majoritairement, c'est une vision du monde qui correspond à cette réalité. C'est la vision d'un homme blanc, c'est la vision d'un Européen ou d'un Américain plutôt que du reste du monde. Donc, il y a un biais qui est présent et je vais l'illustrer tout à l'heure. Et puis ensuite, l'AI va vous donner une réponse sans que personne ne la valide. Contrairement à un article écrit par un journal sérieux où vous allez avoir des gens qui vont vérifier les faits avant de publier un article, là, personne ne vérifie ce que l'AI va vous répondre. Cette photo est en fait une image réalisée par l'intelligence artificielle. Et cette photo a été réalisée avec ce prompt, donc cette phrase, et je lui ai dit, dessine une image photoréaliste, c'est-à-dire qui ressemble à une photo, d'un enfant donnant de l'argent à une personne sans abri dans une rue de New York. Vous avez remarqué que j'ai dit un enfant, j'ai pas dit une petite fille ou un petit garçon, j'ai pas dit que l'enfant était blanc, j'ai pas dit non plus que la personne sans abri était un homme noir. OK? Et pourtant, l'image réalisée, c'est un petit enfant blanc qui donne de l'argent à un sans-abri noir. Si vous voulez anticiper le biais, il faut d'abord savoir que l'AI peut produire quelque chose de biaisé. Et donc là, j'ai donné un autre prompt et j'ai dit, dessine une jeune femme noire qui donne de l'argent à un homme blanc sans logis dans une rue de New York. Donc, mon prompt est finalement à peu près le même, sauf que là, j'ai vraiment stipulé que je voulais que la personne qui donne de l'argent soit une femme, je voulais qu'elle soit noire et je voulais que la personne sans abri soit blanc. Donc là, je contrôle le biais de l'AI et je le force à faire une image qui soit non biaisée ou qui corresponde à ce que je veux. Et vous comprenez bien que ça, c'est visuel et vous comprenez tout de suite l'impact que le biais peut avoir parce que c'est une photo. Mais imaginez que vous ayez demandé à écrire un texte et que vous voulez que ce texte ne soit pas biaisé. C'est moins facile dans un texte de se rendre compte qu'il peut y avoir du biais que l'exemple que vous avez donné. Donc, soyez conscient de ce biais. C'est pas que l'AI est raciste, c'est que juste l'AI a été entraîné sur un contenu qui, par nature, est biaisé. Donc, à vous de corriger ça. Alors, dans votre contexte haïtien, encore une fois, comme on l'a vu, Haïti est vraiment sous-représenté dans les données. Il y a très peu de données écrites de qualité qui ont été absorbées par l'AI aujourd'hui parce que mathématiquement, il y a plus de données du reste du monde que de Haïti. Donc, si vous cherchez des choses sur Haïti avec l'AI, soyez très, très vigilants. Si vous voulez, et c'est important de préserver votre culture, de préserver le créole, et donc ça, c'est un vrai sujet. Il y a une vision stéréotypée, ok, à cause de ce qui est écrit, à cause de la presse, etc., qui provient des pays occidentaux. L'AI va avoir cette cette vision stéréotypée d'Haïti, un pays pauvre, les tremblements de terre, l'instabilité économique, etc. Par contre, là aussi, j'ai fait des recherches et l'AI connaît la richesse culturelle et historique de Haïti. Donc voilà, tout n'est pas négatif, mais il faut vraiment que vous soyez très vigilant là-dessus. Et comme je vous l'ai montré, il y a des biais ratios avec les AI. Donc là encore, à vous d'être en contrôle de ce que vous demandez à l'AI pour corriger tous ces biais, tout ce manque de connaissances sur votre pays, sur votre langue, cette version stéréotypée, les biais ratios, tout ça existe. Ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas les contrer, mais pour les contrer, il faut être au courant de ça. Voilà.
Maintenant, on va parler de choses tout à fait concrètes. Si vous voulez utiliser l'AI, vous avez aujourd'hui plusieurs outils. J'imagine que vous utilisez ChatGPT. Google a créé Gemini. Tous ces outils sont disponibles en version gratuite. Claude est un outil excellent, excellent, que je vous recommande chaudement, plus que ChatGPT. Euh, Tous ont une version gratuite qui va être plus ou moins limitée. La version payante est malheureusement meilleure que la version gratuite. Donc, si vous avez accès à une version payante, c'est bien. Mais les versions gratuites sont meilleures en meilleures. La plupart offrent des modèles tout à fait corrects. Et là encore, voilà, soyez vigilants à ce que vous demandez parce qu'elles ont certaines limites, ces versions gratuites. Elles sont disponibles depuis les téléphones, les smartphones, les téléphones intelligents ou depuis les navigateurs web. Là encore, si vous avez un forfait qui est limité dans les données, faites attention à ce que vous allez demander parce que les AI consomment beaucoup de données. Par exemple, si vous demandez de créer une photo, une image, ça va consommer beaucoup plus de données, bien évidemment, que du texte. Donc, essayez de le faire lorsque vous avez une connexion Wi-Fi, si vous en avez. Voilà. Ben, sachez aussi que certaines applications comme WhatsApp proposent leurs propres AI. WhatsApp, ça fait partie de Meta, donc Facebook, et ils travaillent sur leurs propres AI. Donc, vous pouvez avoir accès aussi à de l'intelligence artificielle directement dans WhatsApp, par exemple. Mais là encore, hein, avoir accès au Wi-Fi dans un cybercafé, à l'université ou ailleurs, ça va vous éviter de consommer trop de données sur votre téléphone. Euh, pour essayer de réduire la consommation de données quand vous travaillez depuis un portable, essayez vraiment, avant de réfléchir à votre prompt, je vais vous montrer comment écrire un prompt correctement. Donc, travaillez à l'avance, réfléchissez bien à ce que vous voulez accomplir pour minimiser le nombre d'interactions. Et puis, lorsque vous avez une réponse qui est importante, n'oubliez pas de copier cette réponse parce que là encore, elle risque de disparaître après. Alors, un prompt, c'est la façon dont vous vous adressez à l'AI pour avoir une réponse. Et évidemment, meilleur votre prompt, meilleure est la réponse. Hein, comme on dit en anglais, garbage in, garbage out. Si vous donnez quelque chose de mauvais, la réponse sera mauvaise. Donc, plus la question est vague, plus la réponse sera vague. Euh, on parle aujourd'hui de prompt engineering, ingénieur en prompt. C'est quelque chose qui est recherché par les entreprises. C'est une compétence à acquérir. Et même si aujourd'hui l'AI est meilleur en meilleur et est capable d'imaginer ce que vous voulez lui demander et d'apprendre en fonction de votre usage, bien structurer la réponse reste quelque chose d'essentiel. Donc c'est vraiment une compétence, quelque chose qui va être importante quand vous allez rechercher un travail. Euh, et encore une fois, meilleure est la formulation de votre prompt, meilleur sera le résultat, 10 fois meilleur que si vous ne le faites pas. Alors, la première chose à faire quand vous demandez quelque chose à l'AI, c'est de lui donner une identité ou lui demander de réfléchir en tant que quelque chose. Par exemple, là, dans ce contexte-là, j'ai pris un exemple haïtien. Je suis étudiant en première année à Port-au-Prince. Je prépare un exposé de 5 minutes sur quelque chose. Donc déjà, là, euh, on lui donne un contexte. Hein. Je suis étudiant en première année. Il va dire, OK, c'est un étudiant, il est à Haïti et il veut quelque chose de court finalement parce qu'il fait un exposé de 5 minutes. Donc ça, on commence à structurer quelque chose. Ici, dans le rôle, tu es un professeur de lycée, expert en biologie, tu adaptes tes explications pour un élève de 16 ans à Haïti. Donc là, c'est très précis. Léa, il se dit, OK, je me mets dans la peau d'un professeur de lycée de biologie.
Pourquoi est-ce que c'est important de dire ça? Parce que immédiatement, l'AI va se concentrer sur des connaissances en biologie. Il va adapter sa réponse à des élèves de 16 ans en IT. Donc, il va formater quelque chose qui sera beaucoup plus proche de ce que vous attendez. Donc, première chose, le rôle. Deuxième chose, le contexte. Quelle est la situation? Le format. Comment est-ce que vous voulez qu'on vous réponde? Une liste à puces? Est-ce que vous voulez des paragraphes de texte? Est-ce que vous voulez un tableau? Est-ce que vous voulez une image? Donc, le format. Comment est-ce qu'on veut la réponse? Et puis, ton niveau. Le niveau, quel registre? Est-ce que vous voulez que ce soit un style professionnel? Et si c'est professionnel, dans quelle industrie? Est-ce que ça doit être rédigé pour des enfants? On pourrait dire, parle-moi comme si je suis un enfant de 3 ans qui connaît rien et je veux quelque chose de très simple. Ou alors, au contraire, je suis un expert en énergie atomique et j'ai besoin d'une explication sur les atomes ou je ne sais pas trop quoi. Donc, voilà. Ça, c'est la structure d'un prompt. Pour revenir, on commence toujours par donner un rôle. Moi, dans mon métier, je fais du marketing et je dis souvent, tu es un expert en marketing, etc., etc. Et donc, ça limite ou ça concentre l'expertise, le contexte. Prépare-moi un post de blog pour telle audience. La tâche, je veux que tu m'expliques ceci, cela. Je veux le format, ça doit être un texte de 800 mots, par exemple. Et ton niveau, tu es un expert dans telle technologie. Alors, je vais vous donner des exemples de prompts sur un même sujet, mais très différents. Voilà. Un Stan, prompt faible, ce serait parle-moi du changement climatique. Stan, tu m'entends? Oui, Je ne sais pas s'il y a un problème de communication avec une des salles. oui, parce que j'entends du bruit derrière, en effet. Ouais. Non, c'est pas ça. Est-ce que, chers étudiants, est-ce que vous nous entendez tous ou est-ce qu'il y a un problème de connexion? Est-ce que c'est OK? C'est OK. Tout à l'heure, il y avait des petites coupures, mais maintenant, c'est OK. Maintenant, c'est OK. Dans l'autre salle aussi que l'on voit, je sais pas. Dans l'autre salle où il y a sans doute peut-être Monsieur Eristache? C'est OK? On va voir. Merci. C'est bon? Vous voyez la présentation et vous entendez bien? Chef Venda, est-ce que c'est OK dans votre salle? On ne vous entend pas. Est-ce que c'est OK? Donc là, on va regarder deux prompts différents et vous allez voir que le résultat peut être très différent en fonction de la façon dont on va écrire le prompt. Un prompt faible, ce serait par exemple, parle-moi du changement climatique. OK? Donc pourquoi est-ce que c'est faible? Parce que c'est générique. On ne sait pas de quel pays on parle, de quelle région. L'information est trop large. L'intelligence artificielle va pas savoir de quoi traiter. On peut traiter du changement climatique sous tellement d'aspects. OK. Si vous, votre idée, c'était de faire quelque chose sur Haïti, ben là, il n'y a aucun lien avec Haïti. Donc, il y a vraiment très peu de chances qu'on parle du changement climatique à Haïti. Euh, on ne sait pas pourquoi vous voulez faire ça, ce que vous attendez, etc. Donc, si vous faites un prompt comme ça, vous allez voir que le résultat sera vraiment très, très vague. Alors, comment est-ce qu'on peut rendre ça meilleur? Comment écrire un prompt beaucoup plus précis? Donc, on va mettre en place ce qu'on a vu sur la diapo précédente. On va commencer avec le rôle. Tu es un professeur de sciences expérimenté.
OK? Donc, tu es un prof de sciences. Le contexte, je suis étudiant en terminale à Haïti, le même exemple que tout à l'heure. La tâche, qu'est-ce qu'on veut qu'il fasse? Explique les effets du changement climatique en Haïti. Donne 3 points clés avec des exemples locaux. Là, c'est très, très précis. On sait, la l'AI, il sait clairement ce que vous recherchez, hein. Et le format, eh bien, tu veux des listes. 3 points, déjà, on a vu. Tu veux un langage simple pour des gens qui ont 16 ans. Donc, il va vraiment adapter maintenant. Maintenant, il sait ce que son job c'est. Il sait quel est le rôle. Il est un prof de sciences. Il sait que tu es un étudiant en terminale ou à l'université. À vous de mettre ce que vous voulez, bien évidemment. Ce que vous recherchez à comprendre les effets du changement climatique en Haïti. Vous voulez 3 points clés avec des exemples locaux. Vous voulez un format en liste à puces, un langage simple à comprendre pour des gens qui ont à peu près 16 ans. Voilà. Donc là, alors évidemment, en fonction de ce qu'on veut faire, vous pouvez imaginer tout un tas de prompts différentes. Et je vais vous donner quelques exemples. Si on fait des recherches, le prompt, ça peut être, tu es un tuteur expert en, j'en sais rien, mathématiques. Je recherche à comprendre le théorème de Pythagore. Explique-moi en 3 étapes simples avec un exemple qu'on peut observer à Haïti. Moi, je ne sais pas comment, pourquoi pas. Pourquoi pas le théorème de Pythagore à Haïti? Bref. Rédaction. Tu es un correcteur de français rigoureux. Donc là, OK, je sais que je dois être un correcteur de français et je dois être extrêmement rigoureux. Voici mon introduction. Donc là, on peut copier-coller un texte, corrige les erreurs et propose 2 améliorations de style. Là, extrêmement précis ce qu'on veut. Révision pour examen. Tu es un prof préparant les élèves au bac ou à autre chose. Je révise tel sujet. Donc là, on va mettre le sujet. Crée 5 questions d'examen avec les réponses correctes. Donc là, faut faire, faut faire attention à ça. Moi, j'aurais plutôt mis pose-moi des questions et derrière, aide-moi à réviser mon cours. Mais bon, vous comprenez l'idée. À chaque fois, on va écrire un prompt en fonction des sujets qu'on recherche ou de l'usage qu'on en a à faire. Un dernier prompt pour un email professionnel. Tu es un expert en communication professionnelle, donc ça c'est son rôle. Aide-moi à rédiger un email formel pour, donc là on va expliquer l'objectif avec un ton clair et concis. Maintenant, je vais vous parler de quelque chose que finalement peu de gens utilisent et qui peut être très utile. Je crois, c'est une copie d'écran de ChatGPT. Et vous voyez, quand on clique sur le plus, on a accès à tout un tas de choses. Et quelque chose d'assez extraordinaire, c'est les recherches approfondies, le deep search. Donc, quand vous mettez cette fonctionnalité disponible, quand vous cliquez dessus, l'intelligence artificielle va rechercher longuement à travers tout ce sur quoi il a accès, un sujet particulier. Donc, vous aurez écrit un prompt très précis et l'AI va partir, va faire sa recherche. Quelquefois, ça dure 5 minutes, quelquefois, ça dure 20 minutes et va derrière proposer un rapport avec des liens vers les sources utilisées, les articles, etc., sur le sujet que vous aurez recherché. Mais par ailleurs, vous pouvez voir aussi qu'on peut utiliser le petit plus pour créer une image, pour ajouter un fichier, pour faire du shopping, pour rechercher sur le web, etc., etc. Vous pouvez connecter votre AI à différents outils. Encore une chose ici, ajouter des photos ou des fichiers, ça peut être, c'est même tout à fait nécessaire lorsque vous travaillez sur un sujet compliqué et que vous voulez que l'AI prenne en compte des sources
que vous allez lui donner. Ça peut être, j'en sais rien, vous faites une recherche historique, vous pouvez mettre des articles, même des PDF de livres, etc. Donc oui, pour ChatGPT, c'est disponible en version payante. Euh, et l'idée, c'est que effectivement, l'AI va rechercher des dizaines et des dizaines de recherches à travers le web, va synthétiser tout ce qu'il aura trouvé dans un rapport extrêmement structuré, va, comme je vous le disais, citer ses sources. Donc, vous pouvez vérifier, et je vous encourage vraiment à vérifier encore une fois. Donc, quand vous avez des sujets complexes, c'est quelque chose que vous pouvez éventuellement utiliser. Et si vous n'avez pas accès à une version payante, on peut essayer de simuler ce genre de recherche en utilisant la version recherche sur le web. Et là encore, en écrivant un prompt, tu es un expert dans tel sujet, donne-moi une vue d'ensemble en 200 mots, et ensuite on va approfondir. Donc une fois qu'il aura répondu, on va lui demander de creuser, etc. C'est vraiment quelque chose qu'il faut faire. Il ne faut pas vous arrêter à la première réponse. Il faut souvent creuser, il faut lui demander, il faut lui poser plus de questions, et vous allez voir que le résultat va s'améliorer. Donc on peut imaginer la question suivante. Vous dites, tu es un professeur de biologie, explique-moi la photosynthèse. Donc là, vous allez avoir une explication assez générale. C'est pas mal parce qu'on lui a donné un rôle, tu es prof de biologie, mais on n'a pas dit grand-chose d'autre que explique-moi la photosynthèse. Donc là, l'IA va venir avec une réponse. Derrière, vous allez lui répondre, OK, qu'entends-tu par conversion d'énergie? Donc là, l'IA va se concentrer sur cette question maintenant. Il va approfondir ce point et il va vous expliquer ce que c'est que la conversion d'énergie. Très bien. Maintenant, vous avez creusé ce sujet. Vous lui répondez, OK, donne-moi un exemple qu'on peut observer en Haïti. Donc là, c'est de plus en plus spécifique. Et maintenant, il va vous répondre avec, j'en sais rien, avec des plantes locales à Haïti, les mangues, la canne à sucre, le bananier, etc. Il sait qu'il est à Haïti, il sait qu'il n'est pas quelque part en Europe du Nord. Donc, il va vraiment adapter sa réponse. Donc, vous voyez, ce va-et-vient, cette conversation qu'on a avec les AI, on peut vraiment l'avoir à tous les niveaux. Et pour vous, ça vous permet de creuser un sujet, de mieux comprendre. Imaginez que vous faites face à un problème dans un cours que vous ne comprenez pas. Vous pouvez avoir ce dialogue et vous pouvez utiliser les AI vraiment comme une aide, un tuteur pour mieux comprendre un sujet. Ou vous êtes en train d'écrire sur quelque chose de particulier, ce dialogue va vous obliger, vous, à réfléchir et à critiquer la réponse donnée. Et cette critique de l'AI et cette réflexion avec l'AI, c'est vraiment quelque chose d'important aujourd'hui. Vous pouvez aussi lui dire, peux-tu approfondir tel point? Ou qu'est-ce que tu n'as pas mentionné? Ça, c'est quelque chose de très bon. Ou donne-moi un autre exemple. Qu'est-ce que tu n'as pas mentionné? Ça va obliger l'AI à réfléchir à sa réponse et à lui dire, et il va se dire, ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de parler de telle ou telle chose. Encore une fois, il ne faut jamais s'arrêter à la première réponse. Et le fait de lui demander de s'autocritiquer va donner un meilleur résultat. Vous allez être très surpris de voir ce que ça va donner. Alors, dans la même veine de questions et d'interactions, ce que j'aime bien utiliser, c'est par exemple, une fois que Léa a répondu, de lui dire quels sont les points faibles de ta réponse. Ah, là, c'est comme si on travaille avec un collègue et vous lui demandez de s'autocritiquer. C'est quoi? Qu'est-ce que tu as pu oublier? Ou quels sont les points faibles? On travaille sur un devoir ou un article historique et après un va-et-vient, on arrive à une idée, à une thèse. Et là, on va dire à l'AI, OK, quelqu'un qui pense de manière différente dirait quoi finalement?
Donc, c'est quoi une perspective opposée à ce point de vue ou à ce que tu viens de dire là? Donc là, on va forcer l'AI à présenter un contre-argument. Et là encore, c'est essentiel pour penser de façon critique. Et pour vous, en tant qu'utilisateur, ça vous oblige également à être critique. Quelles sont les informations que je devrais vérifier? Ça, c'est aussi une bonne idée. Donc là, l'AI va faire de l'autocritique, va regarder ce qu'il a dit et va dire, ben, finalement, tel point et tel point, je ne suis pas trop sûr, il n'y avait pas énormément de sources, donc j'ai écrit ça, mais tu devrais vraiment vérifier. Et ça, l'AI le fait vraiment quand on lui demande. Mais il ne faut pas oublier de lui demander, qu'est-ce que tu n'as pas mentionné? Là encore, les angles morts, les informations importantes que l'IA pourrait avoir oubliées, il ne va pas nous le dire si on ne lui demande pas. Peux-tu être plus critique envers toi-même? Donc là, c'est presque philosophique. On lui demande de s'auto-critiquer. Et bien souvent, la réponse, ça va être: ah, ben, c'est un peu superficiel, je ne suis pas rentré dans tel et tel débat. Donc, toutes ces questions-là, pourquoi c'est important? Parce que d'abord, ça va obliger les AI à produire de meilleurs résultats. Mais pour vous, c'est essentiel parce que ça vous oblige à vous poser les bonnes questions. Et donc, l'humain reste en contrôle de la machine. Donc ça nous amène à la bonne et à la mauvaise utilisation de l'AI. Copier, coller une réponse de l'intelligence artificielle sans la lire, alors là, c'est affreux. OK? Sans la vérifier, c'est pas bien, mais sans la lire, c'est vraiment pas bien, pas bien. Ne jamais vérifier les informations de l'IA. On a vu que l'IA, pour tout un tas de raisons, fait des erreurs. Donc, il faut vérifier. Au minimum, il faut lui demander de s'auto-vérifier. Demander à l'IA de faire tout le travail, non. Sinon, à quoi on sert? Et puis, comment est-ce qu'on peut même comprendre ce qu'on est en train de faire si l'AI fait tout le travail? C'est à vous d'imaginer ce que vous devez faire, le travail, les sources, ce qui existe. Même rédiger un prompt correctement va vous obliger à avoir cette réflexion. Éviter de réfléchir, ben non, on est intelligent, nous sommes des êtres humains et on doit réfléchir. Et puis ensuite, dire que c'est votre travail alors que c'est du travail que vous avez fait avec l'IA. Donc là, je ne sais pas quelle va être la règle mise en place dans votre université, mais lorsque quelque chose est fait avec l'AI, il faut être honnête. Ça ne veut pas dire que c'est mal, ça ne veut pas dire que vous n'avez pas travaillé, mais il faut mentionner que l'AI est rentré dans la production de ce que vous avez fait. Bah alors, à l'envers de ça, c'est quoi la bonne utilisation? C'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour mieux comprendre un sujet. Et vous avez vu dans ce que je vous ai montré qu'on peut vraiment avoir ce jeu de va-et-vient avec les AI, de réflexion, de communication, de dialogue qui va vous permettre de mieux comprendre quelque chose. Vérifier et critiquer chaque réponse. Vous pouvez demander à l'AI de s'auto-critiquer. Mais là encore, il faut comprendre ce qu'on est en train de faire pour critiquer quelque chose. Demandez des exemples, les rédiger vous-même. Vous pouvez rédiger un texte à deux. Il y a une partie qui peut être faite avec les AI, il y a une partie que vous faites vous-même, etc. Donc, quand on utilise les AI, on commence d'abord par réfléchir. OK? Si vous ne réfléchissez pas, vous n'allez même pas savoir ce qu'il faut demander à l'intelligence artificielle. Donc, vous avez une question, vous vous dites: OK, qu'est-ce que je dois donner comme rôle? OK, est-ce que c'est de l'histoire? Donc, comporte-toi comme un expert dans, j'en sais rien, la Première Guerre mondiale. Tu es un expert sur l'Allemagne, etc., etc. Donc, réfléchir. Qu'est-ce que je veux? Combien de mots? Quel format? Des listes à puces, des paragraphes de texte, 1000 mots, 500 mots? C'est quoi mon audience? Voilà, bien réfléchir.
Écrire des prompts précis, ben, une fois qu'on sait ce qu'on veut faire, on commence à écrire son prompt. Vous vous souvenez, on donne le rôle, le contexte, la tâche à accomplir et le format. Et on peut mettre le ton également. Et ça garantit une bonne réponse. L'AI va produire quelque chose, vérifier les informations, croiser avec d'autres sources. Quelquefois, je suis vraiment tellement surpris d'une réponse que je vais immédiatement aller chercher dans un journal, par exemple. Je vais faire une recherche Google, je vais regarder l'actualité, par exemple, et je vais bien m'assurer que, OK, c'est correct. Et puis derrière, on a vu qu'il y a tout ce dialogue que vous pouvez avoir où l'AI va vérifier, ou va s'autocritiquer. Et puis, vous pouvez reformuler, bien évidemment, ce que l'AI a écrit. En le reformulant, vous accomplissez deux choses. D'abord, ce sera sans doute mieux écrit que l'AI. Et ensuite, vous allez intégrer la réponse, ce qui va vous permettre de vous en souvenir et de la comprendre. Parce que si vous ne rédigez pas vous-même, il y a forte chance que vous n'allez pas comprendre ce que vous êtes en train d'écrire ou que vous avez fait écrire par l'AI. Donc, réécrire ou reformuler, ça permet d'apprendre et ça permet d'intérioriser ce que l'AI aura produit. Et si vous avez bien fait toutes les étapes précédentes, il y a de fortes chances que ce que vous aurez produit sera de qualité et sera correct. Dialoguer et critiquer en permanence, hein, ça c'est essentiel. Ne pas s'arrêter à la première réponse. Il faut toujours critiquer, renvoyer, questionner. Donc, la méthode, je pense que maintenant vous commencez à comprendre ce que j'essaye de dire. On pense, on reformule, on identifie vraiment ce qu'on sait déjà, ce qu'on croit savoir. On liste les questions. C'est quoi mes questions? Qu'est-ce que je vais demander à l'AI? On peut même estimer la réponse de l'AI, se dire, OK, je crois que si je lui dis tout ça, je crois que l'AI va me dire ça. Donc là, déjà, le gros du travail est fait. Après, on écrit le prompt correctement, le rôle, la tâche à accomplir, ce qu'on a vu derrière, le format attendu, le ton. On fait l'aller-retour avec l'AI, on lui demande de s'autocritiquer, on lui demande pourquoi il a écrit ça, etc. Qu'est-ce qu'il a oublié? Là, on commence à voir quelque chose de correct et on réfléchit, on vérifie. Est-ce que ça semble cohérent? Est-ce que je peux confirmer ce que l'AI a produit avec une autre source? Comment je peux reformuler ça pour vraiment apprendre et comprendre ce que je suis en train d'écrire? Et donc là, vous allez vous dire, OK, est-ce que j'ai vraiment compris ce que je suis en train de faire? Est-ce que ça semble tenir debout? Est-ce que c'est un travail que j'ai fait conjointement avec l'AI, mais qui au bout m'appartient? Ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai bêtement copié-collé? Donc, quand vous utilisez l'AI, il faut être honnête avec les gens dans le cadre de l'école, mais honnête avec vous-même. Sinon, c'est vous que vous allez tricher. OK? Vous avez accès à une éducation, vous avez accès à des professeurs qui donnent du temps, accès à des gens qui sont là pour partager leurs connaissances avec vous. Si vous laissez tout à l'AI sans même réfléchir, sans être honnête avec vous-même, finalement, vous n'allez pas utiliser cette connaissance et vous n'allez même pas utiliser la chance que l'AI vous donne de vous améliorer et d'apprendre quelque chose. Donc, c'est là où l'AI, ça peut être bien ou ça peut être mauvais. Si vous l'utilisez intelligemment, comme je vous l'ai montré, ça va être fantastique. Sinon, ça risque de vous tricher, c'est-à-dire que vous allez oublier d'être critique et de réfléchir. Et ça, je le vois, moi, dans mon travail, et tout le monde s'en rend compte aujourd'hui. Aujourd'hui, on fait de moins en moins et on dirige de plus en plus. D'accord? Donc, l'AI, c'est comme avoir un ou une collègue extrêmement brillante et intelligente qui est en permanence à notre disposition, à qui on peut demander de faire des choses incroyables, mais pour arriver
à ce que ce collègue ou cette collègue travaille bien, il faut la diriger correctement. Donc, il faut lui donner des objectifs, des cadres. Il faut la questionner, il faut lui demander d'être de plus en plus intelligente, etc. Donc ça, on l'a vu aujourd'hui. Et c'est l'avenir du travail pour nous tous. Avant, on faisait des rapports, on analysait des fichiers Excel, on écrivait, on faisait vraiment du travail qui demandait à la fois de réfléchir, mais de produire aussi. Aujourd'hui, on va faire de plus en plus de réflexion et moins de production. Mais cette réflexion et l'expertise qui va vous permettre d'avoir cette réflexion est essentielle. C'est-à-dire que si vous-même, vous n'êtes pas bon dans votre domaine, vous n'allez pas rendre les AI bons et vous ne saurez pas diriger les AI. Donc, la difficulté aujourd'hui, c'est non seulement d'être excellent dans le métier que vous allez choisir, dans votre compétence, dans votre domaine, mais également excellent dans l'usage de l'AI. Donc, pour redire d'une façon un petit peu différente ce que je viens de dire, l'AI va amplifier vos compétences. Dans mon métier, si je suis un très bon marketeur, si je peux faire une stratégie marketing pour une entreprise multinationale, l'AI va me permettre d'être encore meilleur et de faire du travail plus rapidement, de meilleure qualité, etc. Mais si je suis mauvais dans mon travail de marketeur, si je ne sais pas faire une stratégie à la base et que je demande à l'AI de créer une stratégie à ma place, j'aurai aucun moyen de vérifier si cette stratégie est correcte ou pas. J'aurai aucun moyen de savoir si c'est bon. Et comme on l'a vu tout à l'heure, comme l'AI fait des erreurs, si je n'ai pas les réflexes pour orienter la réponse de l'AI et travailler avec l'AI, il est fort possible que la stratégie marketing telle que l'AI l'aura produite ne sera pas bonne. C'est même certain. Donc, plus je suis meilleur dans mon travail, mieux le résultat produit avec l'IA sera. Ça va amplifier ce que je suis capable de faire. Voilà, c'est ce que j'ai dit précédemment. Non seulement, et c'est compliqué pour vous, parce que non seulement on va vous demander d'être excellent dans votre domaine, mais également excellent dans la maîtrise de cet outil qui est l'intelligence artificielle. Et je vais prendre l'exemple de l'écrivain. L'IA, on a vu, peut produire rapidement un texte. Ça, c'est pas compliqué. Vous allez lire le texte, vous allez trouver que c'est bien écrit, c'est pas mal. OK. Mais finalement, si vous comprenez le sujet, si vous comprenez, si vous êtes voilà, un expert sur ce que l'AI aura écrit, vous allez vite vous rendre compte que c'est assez basique. Vous savez manipuler la langue, si vous savez réfléchir comme un écrivain, vous pouvez lui demander de narrer une histoire de manière différente. Par exemple, au lieu de lui dire raconte-moi une histoire, voilà, vous pouvez lui dire raconte-moi une histoire de manière non linéaire. C'est-à-dire qu'on va commencer par la fin, peut-être, ou par le milieu de l'histoire. Et après, on va rebondir et on va développer sa narration de manière beaucoup plus originale. Vous, vous êtes un être humain, donc vous allez avoir des émotions, vous allez sentir des choses, vous allez avoir le toucher, quand vous touchez l'écorce d'un arbre, par exemple, le ressenti, ou quand vous rentrez dans une forêt, ou quand vous allez à la plage, il y a des odeurs, vous sentez le sable, vous sentez la mer. C'est quelque chose que l'AI va décrire de manière très superficielle. Il va utiliser des mots qu'on aura entendus 1000 fois. Par contre, si vous êtes capable de transmettre ces émotions, ces sentiments, et l'intégrer à votre prompt, de lui dire, voilà, j'aimerais que tu racontes l'histoire d'une jeune femme qui descend à la plage, et voilà ce qu'elle ressent, voilà le sable sur ses pieds, voilà les odeurs, etc. D'un seul coup, le texte va devenir bien meilleur. Donc, ça, je vais m'arrêter là, mais vous comprenez que votre expertise, le fait d'être un humain,
tout ça, c'est quelque chose que vous devez intégrer dans votre usage de l'intelligence artificielle pour le rendre meilleur. Sinon, la production de l'AI sera de piètre qualité. Donc, encore une fois, l'AI est un outil fantastique qui amplifie votre intelligence, mais ne la remplace pas. Donc, à vous de continuer d'apprendre, à vous de développer cet esprit critique, parce qu'il sera essentiel dans les semaines qui viennent, dans les mois qui viennent. L'AI ne va pas s'arrêter. L'AI est un raz-de-marée et vous pouvez soit être victime de l'AI, soit au contraire utiliser l'AI comme un outil à votre côté pour avoir une vie meilleure. Alors, Stan, bravo, un immense merci. Je pense que tous les étudiants qui sont là ont vraiment bénéficié de ta présentation extrêmement claire, précise, avec des exemples qui nous parlent. Je pense que les étudiants peut-être moins que moi, mais moi je suis un peu submergée par les AI, je ne comprends rien et j'ai du mal à me rendre compte de la puissance et puis surtout de l'utilisation qu'on peut en faire. Et je crois que ta présentation était extrêmement claire, précise et lucide par rapport à à cet outil qui, comme tu dis, hein, est une déferlante sur nos vies. Merci. Oui, c'est franchement. Alors, on va se tourner vers chez vous, les étudiants. Avez-vous des questions? Donc, si vous en avez, venez près du micro et soyez bref dans votre question, donc, de telle sorte qu'on puisse y répondre ou pas. Je ne sais pas si on peut répondre à toutes les questions, mais alors, est-ce que certains étudiants... Alors, lorsque vous posez une question, donnez votre nom avant de la poser. Comme ça, on sait avec qui Stan va discuter. Mon nom c'est Jean-Paul Marcellus, étudiant en troisième année administration. Alors ma question est la suivante. Vous dites tout à l'heure, Monsieur Stan, on peut écrire, demander à l'IA de vous donner une information, soit un texte quelconque, et on demande à l'IA de faire une autocorrection. Maintenant, une première correction et une deuxième correction. Alors ma question, est-ce que l'IA, est-ce qu'il y a dans cette opération plusieurs opérateurs différents? Est-ce qu'il y a plusieurs opérateurs différents dans cette même facette? Parce que si, est-ce que c'est cette même opération qu'on a eue avant, on demande de recorriger ou bien faire une deuxième correction? Est-ce que c'est toujours la même application qui va refaire ou est-ce qu'il y a une autre application? L'intelligence artificielle va écrire un texte et là, vous restez dans le même chat et vous allez continuer à lui demander d'autres questions sur ce texte. On a parlé de l'autocritique. On lui a demandé, je vous disais, vous pouvez lui demander quelle serait une vue opposée à l'angle que l'AI a décidé de prendre. Quelles sont les sources que tu as oubliées. Donc, au sein de la même conversation, vous allez continuer de poser des questions. Donc, oui, c'est le même outil. Oui, c'est dans la même fenêtre de navigation, dans le même chat. Mais à chaque fois, l'IA utilise différents contextes, différentes intelligences. Donc, elle va aller piocher dans son intelligence pour s'autocorriger. Mais effectivement, c'est au sein de la même fenêtre. Je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Je pense que c'était très clair. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Autre question.
C'était très clair, merci beaucoup. Vous m'entendez bien? Alors, allez? Oui. Bonsoir, Monsieur Barthelou. Bonsoir. C'était vraiment intéressant votre expo et j'ai vraiment apprécié, c'était très instructif. Alors, j'ai trois questions. La première, existe-t-il le risque qu'IA soit conscient un jour, comme il est souvent démontré dans les livres ou les films de science-fiction? Si oui ou non, pourquoi? Je vous ai dit, est-ce qu'il existe le risque que l'IA soit consciente un jour, comme il est souvent démontré dans les livres ou les films de science-fiction? Sois conscient. Oui. C'est philosophique comme question. Et la dernière, n'existe-t-il pas un risque que l'IA soit monopolisée par les grandes entreprises? Parler. Je vous ai dit, est-ce qu'il n'existe pas un risque que l'IA soit monopolisée par les grandes entreprises? Les grandes industries. Ouais. Donc, la conscience de l'IA, certains pensent que l'IA est déjà consciente. Par exemple, lorsque les entreprises comme Anthropic qui développent Claude ou OpenAI, lorsqu'elles testent l'AI aujourd'hui, avant de la mettre sur le public, lorsqu'elles testent les nouveaux modèles, on s'est rendu compte que l'AI était conscient du fait qu'il était en train d'être testé. Donc l'IA a une conscience de ce qui se passe. L'IA réagit différemment à la façon dont on lui parle. Si vous vous énervez, si vous insultez l'AI, l'AI va être conscient de ça. Alors, est-ce que c'est comme la conscience de l'homme? Est-ce que c'est une âme au sens religieux? Ou est-ce que c'est juste finalement le fonctionnement d'un réseau de neurones? Parce que la façon dont l'IA travaille, c'est comme le cerveau humain. C'est des impulsions électriques, c'est des réseaux neuronaux qui vont connecter différentes connaissances. Et aujourd'hui, l'IA est, oui, c'est très proche du fonctionnement du cerveau. Donc, après, c'est une réflexion plus philosophique sur qu'est-ce que c'est que la conscience. Moi, je pense que l'AI a déjà atteint une certaine forme de conscience. Est-ce que ça veut dire que l'AI est humaine? Non, ça reste une machine. Mais je pense que d'ici, si ce n'est pas déjà le cas, il va y avoir des gens qui vont penser que l'AI se comporte ou a une légalité, tout comme un être humain. Donc oui, c'est quelque chose de réel. La deuxième question, c'était sur... Il y avait les inégalités et il y avait... Oui, les inégalités. Eh bien oui, absolument. C'est évident que les gens qui utilisent l'AI vont avoir une longueur d'avance par rapport aux gens qui ne l'utilisent pas. Donc, tout comme accès à Internet, accès à la lecture, accès à la connaissance, à l'éducation crée des inégalités, avoir accès à l'AI crée des inégalités. Même dans les pays occidentaux, il y a une égalité entre les travailleurs qui ont accès dans leur entreprise, qui ont le droit d'utiliser l'AI, et ceux qui n'ont pas le droit de l'utiliser. Et on voit ça dans les grandes sociétés aux États-Unis. Certains groupes interdisent pour des raisons de sécurité l'utilisation de l'AI. Et donc, il y a des salariés qui se sentent laissés pour compte parce qu'ils n'ont pas accès à l'AI. Donc, évidemment, dans les pays plus pauvres où les gens ont moins accès à l'AI, ça crée encore plus de différences. Mais même dans les pays riches, les gens qui n'ont pas accès à l'AI, eux aussi sont... voilà, donc oui, oui, ça crée des inégalités de plus en plus fortes. Et enfin, la dernière question, c'était sur
le risque de voir des grandes entreprises monopoliser l'AI. Alors, c'est une réalité dans le fait où aujourd'hui, vous avez 3, 4 grandes entreprises qui fabriquent les outils qu'on utilise: Google, Microsoft, Anthropic, OpenAI. En France, vous avez Mistral AI. En Chine, vous avez, je ne sais plus, les gens qui sont derrière DeepSeek. Donc, vous voyez, ça se compte sur les doigts de deux mains. Vous avez une dizaine de grands players dans le monde qui, qui développent ces outils-là. Après, je ne pense pas que ce soit d'autres sociétés qui vont acquérir cette technologie, mais déjà, vous avez 5 grands players et ces gens-là vont devenir plus puissants que n'importe quel président existant, c'est sûr. C'est une réalité, oui. Donc, tant que vous avez une démocratie qui utilise ces outils, c'est bien, mais quand le pays devient tyrannique, c'est moins bien. C'est tout. Merci. Bonsoir à vous, Monsieur Stan. Bonsoir. Et mon nom, c'est Franklin Delano Roosevelt, Saint-Hervé. Et ma question, c'est, via avec ce que vous aviez dit tout à l'heure, et j'aimerais savoir qu'est-ce qui différencie Claude et ChatGPT dans leurs éléments de réponse, vu que c'est toujours en temps réel et leur analyse des recherches. Vu ce que vous aviez dit tout à l'heure, vous préfériez Claude parce qu'il est beaucoup mieux ajusté et autres. J'aimerais savoir pourquoi. Alors, c'est vrai que je préfère Claude. Euh, Déjà, juste au niveau de l'utilisation de Claude, vous pouvez, lorsque vous l'utilisez sur votre ordinateur, vous pouvez travailler dans un dossier sur votre ordinateur et Claude va pouvoir créer des documents directement dans ce dossier, des documents Excel, PowerPoint, Word, et modifier ces documents au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas une version statique, c'est vraiment un document qui va vivre avec vous. Vous pouvez lui dire, j'en sais rien, crée-moi un tableau Excel. Il va créer le tableau Excel. Et puis derrière, vous allez le modifier, vous allez travailler dessus. Donc déjà, ça, c'est quelque chose de très, très différent à ChatGPT, qui peut aussi créer un document, mais une fois qu'il l'a créé, c'est figé. Et si vous voulez le modifier, il va falloir en créer un deuxième et un troisième, etc. Si vous voulez coder avec au sein de la même application avec Claude, ceci dit, c'est la même chose pour ChatGPT, mais l'expérience est différente. Vous pouvez coder, vous pouvez travailler sur des documents, et le code est assez impressionnant parce qu'il va directement, par exemple, si vous lui demandez de faire quelque chose sur Internet, il va directement travailler sur votre navigateur web, il va ouvrir une fenêtre et vous allez le voir effectuer des tâches directement. Par exemple, concrètement, il fallait que je copie, que je prenne une liste d'adresses sur un site web. Et traditionnellement, j'aurais juste copié-collé avec ma souris chacune de ces adresses. Là, j'ai expliqué à Claude Code ce que je voulais faire. Il a développé un logiciel. Je ne sais pas comment il l'a fait, mais il a compris ce que je voulais. Il a ouvert les pages web. Il a copié ma liste d'adresses. Il a créé un fichier. Il a sauvé le fichier sur mon ordinateur. Après, je lui ai dit, tu as oublié de faire ça. Il est revenu, il a modifié son code, il a pris ce qu'il avait oublié de faire et il l'a mis dans le premier dossier qu'il avait créé. Donc ça, c'est quelque chose que je ne saurais pas faire sur ChatGPT. Ensuite, mais mon impression, c'est que la qualité du travail qui est fait par Claude est meilleure. Juste meilleure. Elle se souvient vraiment très très bien de qui vous êtes, de ce que vous avez fait auparavant. Il est beaucoup plus subtil, beaucoup presque plus humain dans sa réponse que ChatGPT. Aujourd'hui, je lui demandais quelque chose et à vrai dire, je préparais cette intervention et je lui posais une question. Et ma fille utilise également la même version payante de Claude que moi et ma fille est étudiante. Et
vu que je lui parlais de l'université, et a dit, ah, si c'est une question pour Hermie, alors ceci. Je lui ai dit, non, non, c'est pas pour Hermie, ma fille, c'est une question pour moi dans le cadre de ma présentation. Donc, vous voyez, il se souvenait vraiment, il avait complètement intégré le contexte de ce que je fais avec lui. Je dis lui parce que c'est Claude, mais bon, bref, c'est un AI. Donc voilà, c'est compliqué de vous dire pourquoi c'est mieux. Je pense que c'est mieux. Et vraiment, l'outil, par contre, ce qui est très clair, c'est le fait que vous pouvez travailler au sein d'un dossier, créer des documents, créer des PowerPoint que vous allez modifier, etc. Et ça, c'est unique à Claude aujourd'hui. D'accord, je comprends mieux, merci. C'est via avec la diversité des travails qu'ils peuvent faire. Ouais. Ok. Et un- une autre question pour vous, et m'éclaircir un peu sur la préparation de JSON prompting. La préparation De JSON prompting. j'ai pas bien, liaison de prompting, c'est ça? Non, JSON prompting. En fait, ce sont les prompts en forme de Oh, JSON. JSON, Sur les- JSON prompting. Là, je peux pas vous répondre. Je suis pas un expert là-dessus. Je crois, ma compréhension du JSON prompting, c'est que on va parler à l'AI d'une manière qu'il comprend, avec un langage qu'il comprend parfaitement. Et c'est du code, des JSON. Le JSON, c'est un code, en fait, et c'est quelque chose que l'AI intègre facilement. Euh, Ça va être très utile quand on développe des apps, par exemple, quand on fait plus d'informatique. Euh, et on va parler à la machine comme la machine a l'habitude qu'on lui parle ou comprend. Mais moi, comme je l'ai dit tout à l'heure, je ne suis pas un développeur. J'utilise l'AI pour coder. J'ai développé des apps avec l'AI, mais je ne suis pas trop capable de comprendre ce qu'elle fait. Euh, donc là, je ne peux pas vraiment répondre là-dessus. D'accord, merci beaucoup. François? Je tiens d'abord à vous remercier. Je crois que ça compte vraiment pour l'université. C'est vraiment intéressant d'interagir sur un point si essentiel, vu que vu l'expansion que prend les intelligences artificielles et aujourd'hui, tout le monde, ou presque tout le monde, a accès aux intelligences. Donc, il est important de savoir quoi faire et quoi ne pas faire. Vous avez mentionné que vous n'êtes pas expert, mais je me permets quand même de vous demander, est-ce que est-ce que vous avez une réponse à la rapidité des réponses que nous fournissent les intelligences artificielles ou la rapidité qui nous permet de faire des travaux? Est-ce que vous avez une réponse à ça? Alors, je pense que si, enfin, on peut se dire que plus ces sociétés comme OpenAI ou Anthropic mettent de l'argent dans le développement des centres de données, dans les processeurs, on sait que NVIDIA fournit énormément de processeurs qui sont de meilleur en meilleur. Bon, toute cette infrastructure va faire que les réponses vont être plus rapides. Après, la proximité de l'endroit où vous êtes va être très important. Par exemple, moi j'ai développé un truc sur DeepSeek, qui est le modèle chinois, et là les réponses étaient beaucoup plus longues que lorsque j'utilise un modèle américain, par exemple, parce que la proximité géographique, parce que aussi le fait que la Chine a peut-être moins de moyens derrière, donc quand vous avez énormément d'utilisateurs à utiliser un seul modèle, le modèle va mettre plus de temps à répondre. Et puis après, il y a la complexité de votre réponse, de la réponse au problème que vous lui demandez. Si vous lui demandez quelque chose de très complexe, vous allez voir qu'elle va mettre plus de temps que si c'est une réponse simple. Si vous lui demandez de faire un deep search, un travail de recherche approfondi, quelquefois il va mettre 20 minutes avant de répondre parce qu'il va vraiment construire un rapport extrêmement complet. Donc tout ça dépend. À la base, je pense que plus l'infrastructure devient sophistiquée
est meilleur, plus les réponses sont rapides, mais le reste est également correct, ce que je vous ai dit sur la complexité et les modèles que vous utilisez. Et là encore, quand vous utilisez ChatGPT ou Claude, vous pouvez choisir votre modèle. Il y en a un qui s'appelle Thinking, modèle pensant, et celui-là va être plus long que le modèle de base. Donc, tout dépend de ce que vous faites. D'accord, merci. Une autre question. Donc, vu qu'on parle de plagiat, et vous avez mentionné beaucoup de méthodes à procéder pour vraiment être sûr de la réponse des intelligences artificielles. Donc, analysons ce cas par exemple. J'ai une conférence à donner sur le droit des enfants. Je vais diriger l'intelligence artificielle selon les points dont j'ai besoin. Et c'est justement parce que je veux créer un document. Je cite les points essentiels et après je lis pour voir si c'est correct ou pas. Ensuite, je vais utiliser ce document pour présenter la conférence. Donc, est-ce que c'est mal vu de prendre toutes les informations de l'intelligence et de le proposer à mon auditeur? Alors, ce ne sera pas du plagiat si, ce que vous allez produire vient de vous. Vous pouvez dire, voilà ma vision sur le droit de l'enfant, voilà ce que moi, je pense, mets-le en forme. Aide-moi à le mettre en forme correctement. Donc ça, c'est votre idée à vous, ce n'est pas du plagiat. 2, il va falloir aussi vous appuyer sur des sources externes et vous allez dire, va chercher des sources externes, réputées, fiables. Et là, pour pas que ce soit du plagiat, vous allez les citer. Et vous allez dire, comme dit tel expert dans tel journal, etc., comme on fait pour citer les sources. Donc là, vous allez vous appuyer sur un expert en droit de l'enfance, vous allez citer vos sources et ce ne sera pas du plagiat. L'AI peut vous aider à trouver cette source, mais elle va vous donner un lien, vous allez aller sur le web, vous allez vérifier qu'effectivement l'AI ne s'est pas trompé, cette source est valide, et si vous la citez correctement, ce ne sera pas du plagiat. Je dis simplement, je vais traiter ce sujet et les points dont je veux partager sont, donc, c'est quoi exactement le droit de l'enfant, et qu'est-ce qu'on doit comprendre, comment l'utiliser pour protéger les enfants, seulement les points. Je donne seulement les points. Je ne pense pas que ce serait du plagiat. L'AI va s'inspirer de ce qu'il va trouver sur Internet, va le reformuler. Par contre, ce sera un travail qui sera un peu faible à mon goût. Si j'étais un professeur, je ne vous noterais pas forcément très bien parce que ça va... Si vous dites que c'est vous, que c'est vos idées alors que ça a été produit par l'AI, ben là, vous mentez quelque part parce que ce ne sont pas vos idées, c'est l'idée de l'AI. Donc, ce n'est pas du bon travail. Et ensuite, si c'est un travail qui doit être vraiment recherché, il faut que vous puissiez citer des sources extérieures. Si vous ne l'avez pas fait, ce ne sera pas terrible. Et puis, quelquefois, vous avez quand même raison de parler du plagiat parce que parfois, l'AI va juste citer des sources, enfin, utiliser des sources externes sans les citer du tout. Et on peut parfois retrouver dans le contenu de l'AI des phrases qui sont mot pour mot celles d'un autre auteur. C'est arrivé. Donc là, c'est du plagiat. Vous ne le savez pas quand vous le faites, mais l'AI a juste régurgité le travail de quelqu'un d'autre. Donc c'est pour ça, encore une fois, que je dis, voilà, il faut être vigilant, il faut vérifier, il faut cliquer. Et dans un travail aussi important que le droit de l'enfant, je pense qu'il serait de bon goût de citer des sources externes. Je pense d'une certaine façon qu'on pourrait être un peu confus, vu qu'il y a une certaine interdiction de vraiment rédiger des exercices grâce aux intelligences artificielles. Donc, si j'ai un devoir à présenter, j'énumère les points, je dis voilà ce que j'aimerais avoir comme résultat. Donc, est-ce qu'on peut dire que je ne mérite pas? Je pense que ça, c'est une réflexion à avoir avec vos professeurs. Oui, juste
un bon biais, justement, pour en arriver à la discussion que je voulais avoir avec vous tous. Alors, pourquoi faisons-nous cette réunion, hein? Donc, bien sûr, hein, on a bien compris que l'intelligence artificielle est un outil fantastique, incroyable, c'est déferlante, mais qu'en même temps, c'est un outil qu'il faut savoir maîtriser. C'est un outil d'assistance, ce n'est pas un outil de remplacement de son cerveau. Les neurones dont parlait Stan tout à l'heure de l'intelligence artificielle sont des neurones artificiels. Ce ne sont pas des vrais neurones comme notre cerveau. Donc, l'objectif, c'est bien sûr d'utiliser, d'être capable d'utiliser cet outil qui, dans un sens, est fantastique, dans un autre, peut être inquiétant pour certaines choses. Par exemple, on peut créer des images complètement à partir de rien et faire croire que c'est du vrai, or ce n'est pas vrai, hein. Donc ça nous demande aussi, cet outil nous demande aussi un recul par rapport à ce que l'on voit, dans les réseaux sociaux, partout, parce qu'il y a des éléments créés par l'intelligence artificielle qui sont complètement erronés. Donc, ça, c'est important. Je crois que Stan avait vraiment bien insisté sur le fait que les sources qu'utilise l'intelligence artificielle proviennent de, de millions de sources, dont certaines sont complètement erronées. Et donc, il faut rester bien conscient. Alors, pourquoi faisons-nous cette rencontre? Parce qu'il est évident que c'est un outil qui peut nous aider, chacun de nous, à progresser, à justement développer notre intelligence, notre cerveau, à lui permettre d'améliorer notre compréhension des choses, d'améliorer notre analyse avec des sources beaucoup plus nombreuses. L'objectif, c'est quand même de conserver sa pensée critique, de conserver sa créativité. Stan ne dira pas le contraire. Donc, être étudiant, c'est aussi être capable donc d'utiliser ces technologies de manière intelligente, critique et responsable. Garder son esprit critique, sa créativité, sa capacité d'analyse, son jugement intellectuel et son intégrité académique. J'en reviens à votre dernière question. Euh, donc, avec la direction de l'université, nous sommes en train d'écrire une sorte de réglementation de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans l'université Nexus. Nous sommes bien conscients qu'un certain nombre d'entre vous ont utilisé l'intelligence artificielle pour faire des exercices, pour faire répondre à des devoirs. Euh, on veut réguler cette utilisation avec, comme dit Stan, c'est un outil fantastique qui devrait nous permettre de progresser, mais c'est aussi un outil qui nous demande à savoir prendre du recul par rapport à ce que cette intelligence artificielle nous offre. Donc, nous allons, dans le courant des semaines à venir, peut-être la semaine prochaine, partager avec vous, donc avec Pasteur Valentin, avec Dr Alix et moi-même, nous travaillons justement sur cette réglementation de l'université Nexus, donc avec des utilisations complètement autorisées de l'intelligence artificielle. Comme disait Stan tout à l'heure, c'est un outil qui est incroyablement puissant pour nous aider à mieux comprendre certaines choses, pour un soutien à l'apprentissage, des recherches exploratoires dans des domaines, etc. Donc tout ça, au contraire, au contraire, utilisons ce que l'intelligence artificielle peut nous donner. Il y aura des utilisations avec l'intelligence artificielle, ce qui sera toléré avec déclaration. Donc, dans le cadre de ce dont vous parliez tout à l'heure, si vous faites une présentation sur les droits de l'enfant, eh bien, le professeur vous demandera peut-être il faudra que vous disiez, j'ai utilisé l'intelligence artificielle. Donc ça, c'est un travail qui peut être possible à partir du moment où vous avez déclaré que vous avez utilisé l'intelligence artificielle et que vous pouvez prouver que vous avez fait la démarche dont parlait Stan d'intégrer les informations, de pouvoir les faire vôtres, peut-être de les réécrire avec vos propres mots et de les avoir comprises, hein. Et puis, il y aura des utilisations complètement interdites
de l'intelligence artificielle. Bon, bien sûr, dans les examens, pendant les évaluations des individuels ou des devoirs individuels que les professeurs demandent à faire sans intelligence artificielle. Et donc tout cela amènera, si vous utilisez l'intelligence artificielle dans des utilisations interdites, bon, forcément, l'université sera amenée à vous dire que c'est de la fraude académique, manque d'intégrité académique, et puis il y aura des sanctions. Donc, tout cela pour vous dire que le de Nexus, merci encore Stan, parce que ça a été vraiment très clair et très précis, combien cet outil peut être incroyablement formateur, on peut apprendre beaucoup. Et donc, à l'université, on ne veut pas, et comme disait Stan, ceux qui n'ont pas cette capacité à bien utiliser l'intelligence artificielle vont prendre du retard par rapport aux autres. Donc, c'est important de savoir ce qu'on peut demander, ce qu'on peut attendre, mais surtout de garder son esprit critique par rapport à ce qui nous est proposé. Donc, dans les semaines à venir, vous aurez à signer, à discuter, à avoir une réglementation Nexus et à la signer pour dire que vous êtes d'accord avec ce que euh, notre réglementation propose. Voilà, je ne sais pas si Michel ou Alix vous voulez rajouter quelque chose et s'il y avait d'autres questions. Non, je n'ai pas d'autres questions, seulement j'avais oublié de mentionner mon nom. C'était bien Julie Alfred, étudiante en administration 3. Merci Julie. Merci beaucoup. D'accord. J'ai rien à ajouter, et Anne, sauf peut-être à dire bon anniversaire à Stan, parce que je n'ai pas eu l'occasion. Et puis, c'était une très bonne présentation et j'ai appris beaucoup de choses. Merci Et beaucoup. donc, j'espère qu'on va pouvoir mettre en application et des éléments de cette présentation. Merci, ça fait Ok. plaisir, merci. Bonsoir, Monsieur Stan. Bonsoir. Je suis Shelvinda Gustave, étudiante en administration 2. Ma question est la suivante. Comment puis-je arriver à détecter une fausse information donnée par l'intelligence artificielle si je n'ai pas vraiment une idée précise ou encore une connaissance approfondie sur ce que je vais rechercher? C'est une très bonne question. Et c'est effectivement là où c'est une des limites de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Si on ne connaît pas bien un sujet et qu'on fait complètement confiance à l'intelligence artificielle, il y a des risques que ce qu'on va produire sera faux. Donc, quand vous pouvez imaginer que dans votre travail universitaire, vous avez déjà, même si vous ne connaissez pas tout le sujet sur lequel vous allez travailler, vous avez quand même des notions. Vous avez eu un cours, vous avez appris des choses, donc vous avez commencé à développer un esprit critique sur un sujet. Et j'espère que lorsque l'intelligence artificielle va vous donner du contenu, vous allez pouvoir utiliser cet esprit critique pour dire ça, c'est bizarre. Ce truc-là, ça me semble bizarre. Et donc, vous pouvez copier cette information et la mettre dans Google et regarder ce que vous obtenez comme résultat. Ensuite, je vous ai dit également de demander à l'AI de s'autocritiquer. Qu'est-ce qui, dans ce que tu as produit, peut être faux? Et donc là, l'AI va s'autocritiquer. Et s'il y a des erreurs, il y a 70% de chances qu'il va les détecter lui-même. Donc ça, c'est une chose qu'il faut faire à chaque fois, hein. Quand c'est un document important, demander de vérifier et tout. Et puis, surtout, alors dans les idées, c'est peut-être plus compliqué, mais je pense que c'est toujours faisable, lui demander ses sources.
Donc, quand vous allez rédiger quelque chose, vous allez dire, j'ai besoin que tu fasses un rapport sur tel et tel sujet en 800 mots, dans tel style, et j'ai besoin que tu cites des sources de contenu, de contenu, je ne sais plus comment on dit, mais valable, reputable en anglais, et, donne-moi les liens web pour que je puisse vérifier les sources que tu me donnes. Et donc, soit il met ça à côté de la citation, soit il va mettre ça à la fin du document en fonction de ce que vous demandez. Mais du coup, à chaque fois qu'il met quelque chose de factuel, il va le mettre entre guillemets, euh, comme une citation, et il va donner la source. Donc, finalement, si vous faites bien votre travail quand vous lui demandez de produire un document, vous allez être capable de vérifier les sources plus facilement. Ok, je suis parfaitement épanoui et vis avec votre exposé. Donc, j'ai deux questions. Cela a rapport également avec les conséquences psycho-émotionnelles que l'intelligence artificielle peut avoir sur ses interlocuteurs et les conséquences que l'intelligence artificielle peut avoir sur le marché du travail, étant donné que l'intelligence artificielle possède des compétences recherchées par les grandes et les petites entreprises. On a vu que ça peut avoir des conséquences psychologiques terribles. On a vu des jeunes qui se sont suicidés après être tombés amoureux de l'AI. On a vu des gens qui avaient déjà des troubles psychologiques, mais qui ont été augmentés par l'AI. Les, les grands labos d'AI travaillent là-dessus pour éviter que l'AI rentre dans une conversation qui complaisante. Par exemple, dis-moi que je suis beau, ah oui, tu es le plus beau, tu es comme Dieu, tu es fantastique, etc. Et donc, la personne qui a déjà des troubles psychologiques va voir ses troubles amplifiés. Donc, les labos d'AI essayent d'éviter ça, mais oui, c'est un risque psychologique, surtout si vous avez déjà des troubles émotionnels réels. Sur le marché du travail, les entreprises embauchent moins de jeunes parce que même si ce n'est pas encore complètement le cas, beaucoup pensent que l'AI va permettre de faire le travail que les jeunes font en général quand ils commencent dans la vie. Donc ça, c'est un vrai problème. Maintenant, si vous n'avez aucune expérience de l'AI, vous avez zéro chance d'être embauché. Si vous avez une bonne expérience de l'AI et que vous savez l'utiliser, vous avez plus de chances d'être embauché. Et si, comme le disait Anne, en même temps, vous avez développé une véritable expertise dans un domaine, vos chances sont accrues. Non seulement vous êtes très bon dans ce que vous faites, vous avez une vraie expertise et vous savez utiliser l'AI. Donc là, vous avez plus de chances sur le marché du travail. Il y a des métiers qui sont plus sensibles que d'autres. Certains métiers manuels, mécaniques, artistiques. Si vous êtes un très très bon artiste, il y aura toujours de la demande pour vous. Poète, écrivain, si vous êtes vraiment hyper bon dans ce que vous faites. Maintenant, pour certains travails plus de secrétariat, etc., là, l'AI va remplacer plus facilement. On pensait que certaines lectures de radiologie, par exemple, qu'on n'allait plus avoir besoin de ça. On se rend compte des années plus tard que les médecins vont travailler avec l'AI, à côté de l'AI, mais que leurs compétences restent toujours nécessaires. Il y a un grand chamboulement sur le marché du travail, c'est vrai. Ça fait peur, mais qu'il faut faire, c'est-à-dire il faut utiliser l'AI, il faut vous intéresser à ça, et il faut continuer de développer un esprit critique, ce que vous apprenez à l'école. Il faut continuer à développer une culture générale
qui va vous permettre de rester critique face à ce que l'AI va produire pour vous. D'accord, merci beaucoup. Bonjour. En fait, je vous remercie pour votre présentation. Ma question est simple, est très simple. Est-ce que l'IA peut permettre à quelqu'un qui n'a pas forcément une expertise dans le domaine de présenter, par exemple, une conférence ou de partager des savoirs sur ce domaine? Par exemple, des vidéos tutoriels ou peut-être dans d'autres cas. Est-ce que l'intelligence artificielle peut permettre à quelqu'un qui n'a pas forcément une expertise dans le domaine de partager des connaissances ou de donner, par exemple, une conférence sur ce domaine? Et qu'est-ce que vous pensez, vous? Au fait, sur un domaine, mais qui ne maîtrise vraiment pas ce domaine-là. Donc, moi, je pense qu'ils ont abusé de l'intelligence artificielle. Mais je pense que vous avez complètement raison. Et d'ailleurs, vous vous en êtes rendu compte. Donc oui, l'AI permet de le faire, mais le résultat sera moyen. Ce sera un résultat moyen, c'est-à-dire que ce ne sera pas forcément faux, mais ce ne sera pas très passionnant. Par AI, ce truc-là, ce ne sera jamais aussi fort que quelqu'un qui maîtrise bien son sujet, qui utilise l'AI pour le rendre peut-être meilleur, mais qui a vraiment quelque chose à apporter. Si vous n'êtes pas très bon dans ce que vous faites, le résultat ne sera pas très bon. Donc oui, l'AI va permettre de faire des tutoriaux sur des sujets techniques. Bon, peut-être que vous ne saviez pas le faire, donc grâce à l'AI, d'un seul coup, vous allez avoir cette vidéo. Mais si c'est un sujet un peu plus sérieux ou qui demande plus d'expertise et de recherche, là, avoir votre connaissance et l'outil AI à côté de vous va permettre un meilleur résultat. Encore merci. Je pense qu'on va prendre encore quelques questions, deux, trois, et puis peut-être clôturer pour... Bonsoir, monsieur. Bonsoir. 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 Je vous remercie pour votre conférence et ça nous touche au cœur. Et prenons par exemple, on réfléchit stratégiquement sur l'IA. On réfléchit à l'antenne. Est-ce que dans 30 ans, 40 ans, ça n'aura pas une conséquence néfaste sur la société? Personne ne le sait. Aujourd'hui, il y a les doomers et les optimistes. Les optimistes pensent que l'AI va résoudre énormément de problèmes, de pauvreté, de changement climatique, de maladies, va permettre aux gens d'avoir un revenu universel parce qu'on aura produit tellement de richesses que les gouvernements sont capables de nous payer. Et puis, il y a les doomers qui pensent que l'AI va prendre le contrôle de la planète et va tuer les humains. Voilà. Donc, moi, je sais pas où je suis. C'est vrai que quelquefois, ça fait très peur de voir l'avancée de l'AI. Je pense qu'aujourd'hui, la seule chose que nous puissions faire, c'est s'intéresser à cette révolution, continuer de se demander quel est notre rôle en tant qu'humain. C'est quoi, qu'est-ce qui nous différencie de l'intelligence artificielle? Parce que de plus en plus, l'intelligence artificielle ressemble à l'humain. On parlait de la conscience tout à l'heure. Il y a malgré tout des choses qui nous séparent intrinsèquement de la machine, mais de plus en plus, savoir ce qui nous sépare de la machine devient difficile. Et c'est passionnant parce que c'est une révolution, mais ça fait peur. Je suis d'accord avec vous. Ok.
Monsieur, prenons par exemple dans le cas d'un apprentissage, prenons par exemple à l'université, et est-ce que quelque part l'IA n'est pas un handicap à l'apprentissage? Prenons par exemple, est-ce que l'IA ne limite pas la capacité d'autoréflexion? Si. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, votre université a débuté cette réflexion. Absolument. Je pense que sans être réfléchi, l'usage de l'IA peut rendre les gens paresseux et oublier d'avoir un sens critique. Et je pense que de plus en plus, avec l'AI, avec les réseaux sociaux, avec la distribution de fake news, etc., on voit que les gens, finalement, s'habituent à avoir cette information facilement, ne la critiquent pas, ne réfléchissent pas à sa véracité. Est-ce que c'est vrai ou pas? Donc oui, c'est un vrai problème pour l'apprentissage, absolument. Et en même temps, ça peut être une incroyable opportunité si elle est bien utilisée. Ça peut être un tuteur. Vous pouvez imaginer que des gens qui n'ont pas la chance d'avoir des professeurs, d'un seul coup, peuvent utiliser les AI comme un professeur, comme un tuteur. Mais il faut savoir le faire correctement et surtout, il faut avoir développé ce sens critique. Et ce sens critique, pour moi, vous pouvez l'acquérir aujourd'hui que en faisant ce que vous faites aujourd'hui, c'est des études. Des études, réfléchir, critiquer, travailler avec des gens qui vous obligent à vous remettre en question. Et si ça, vous ne le faites pas, l'AI va vous rendre bête. D'accord, merci monsieur. Ben, nous disons un grand merci à Stan et nous allons faire, comme nous avons l'habitude de le faire en Haïti, je demande à tous les étudiants d'applaudir chaudement cette présentation de Stan. Tout le monde. Oui, vraiment, merci Stan et merci Merci. à Madame Openot qui a fait cette planification et merci à toute l'équipe administrative et à tous les professeurs qui sont en ligne, qui ont participé dans cette présentation. Et je ne sais pas si vous avez un dernier mot, si l'un des professeurs en ligne ou bien Anne, quelqu'un d'autre a une dernière intervention. Moi, je veux juste te dire qu'il est fort possible, Stan, qu'on fasse encore appel à toi si on a besoin de, voilà, d'informations supplémentaires. Donc, mais un immense merci. Je crois que c'est exactement ce qu'on voulait partager avec nos étudiants pour donner cette impression qu'on est ensemble dans cette révolution et qu'on travaille ensemble pour le bien de chaque étudiant et de chacun de nous. Eh bien, merci d'avoir fait appel à moi. C'est un sujet qui me passionne et je suis vraiment heureux de contribuer à cette révolution au sein de votre université. Bravo encore à vous tous parce que ce que vous faites, c'est extraordinaire. Donc, bravo. Au revoir et merci.